Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo du Scarlet Critique. Nous allons parler dans ce vlog de WandaVision, la première série du Marvel Cinematic Universe à débarquer sur Disney+. Les 9 épisodes viennent d'être diffusés, je viens de regarder le 9e là ce matin avant d'enregistrer cette vidéo. Et je dois dire qu'il y a pas mal de choses intéressantes sur lesquelles il faudrait revenir avec cette série. C'est peut-être même une des œuvres du MCU qui m'a le plus intéressé depuis le début de la phase 2. Ici on a donc le démarrage de la phase 4, et je dois dire que si la phase 4 poursuit dans la même direction que ce qu'amorce cette série, ça peut être potentiellement intéressant. Ce que ça donne l'impression, c'est qu'on est en train d'ouvrir le MCU à des choses un peu plus délirantes, qui ont en fait été plus ou moins financées par ces deux phases de choses moyennes et molles et franchement pas très intéressantes, qui étaient principalement des origin story pour amener ensuite à des confrontations et des machins en genre là, mais là t'as l'impression que l'univers est suffisamment en place et il y a suffisamment d'argent accumulé dans les caisses pour qu'on commence à se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait peut-être pas essayer de faire quelque chose de créatif et d'intéressant avec notre série? Le petit bémol qu'il va y avoir, c'est que peut-être que c'est un petit peu trop original du coup pour les fans du MCU. Apparemment, il y a beaucoup de gens, notamment des gros fans du MCU, qui ont abandonné à partir du 3e épisode. Ce qui est quand même con, parce que c'est à partir du 4e épisode qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Mais tu te dis, ces gens n'ont pas pu passer 3 épisodes de 20, 22, 25 minutes maximum, qui fassent un délire un tout petit peu différent de juste le film, le MCU lambda normal, quoi. Ce truc un peu différent étant l'hommage fait au sitcom, qui est plutôt intéressant parce que WandaVision, avant tout, brise le 4e mur. Et on va y revenir. Avantage inavoué de l'hommage au sitcom, 70 à 75% de la série se déroule dans la maison de Wanda et Vision, dans leur salon principalement, et on a 3-4 extérieurs différents qui reviennent dans la ville, et quelques QG par-ci par-là, quoi. Donc c'est vrai que niveau économie, tu gagnes énormément à travailler un aspect sitcom qui se tourne principalement en studio, et principalement dans un seul lieu, et donc tu fais dérouler toute ton action dans des lieux qui coûtent pas très cher, et qui permettent de tourner d'énormes quantités de matériel, dans un seul décor, et sans avoir à faire grand chose de plus que réaménager du coup l'environnement pour que ça colle aux différentes époques. C'est con à dire, mais c'est comme ça que tu fais 5h20, je crois, de MCU, avec un budget plus ou moins équivalent à un film de 2 heures. Tu fais ça en répartissant dans beaucoup moins de décors possibles, pour laisser le plus de budget possible sur les effets spéciaux et sur ce qui compte pour porter le scénario à l'écran. Le seul problème, c'est que... Alors il y a 2 petits problèmes. C'est à la fois trop lent et trop rapide. C'est-à-dire que les épisodes de 25 minutes sont beaucoup trop courts, et sont remplis de beaucoup de choses qui sont souvent pas ultra pertinentes. Mais d'un autre côté, quand il y a quelque chose qui débarque, c'est vachement intéressant, ça te donne ensuite envie de dérouler sur vachement de trucs, et donc du coup ça crée une certaine frustration à la fin de l'épisode qui fait que t'as tout de suite envie de voir l'épisode d'après, parce que tu peux pas rester sur cette frustration, tu peux pas rester sur cette révélation, donc c'est quand même plutôt intelligent en termes d'écriture du scénario. Peut-être que des fois malheureusement ils vont pas jusqu'au bout, et ça va être ma deuxième critique du coup, c'est un peu... Tout ça pour ça? Pour cette fin-là? Enfin, je m'attendais quand même à un truc qui pète un peu plus, quoi. Sans dire que le climax n'est pas intéressant du tout. Mais c'est vrai que tu t'attends un petit peu plus quand on a passé autant d'épisodes à te vendre des mystères, et quand on t'a vendu la série comme étant le début de la phase 4 du MCU. À propos de phase 4, d'ailleurs, l'absence de créativité qu'il y a eu dans les phases précédentes aide aussi la série à fonctionner. C'est aussi une histoire qui vient de quelque chose qui a été finalement assez peu développé. L'histoire entre Wanda et Vision, elle tient dans la totalité du MCU, qui font quand même 21 ou 22 films, en 3 scènes. À peu près, quoi. Ils sont tous les deux arrivés en même temps dans Avengers, l'âge d'Ultron. On sait un petit peu d'où vient Scarlet Witch, mais on n'a pas beaucoup non plus de développement. Dans Civil War, ils ont eu une scène où ils discutaient ensemble, et ensuite ils étaient opposants dans la grande baston sur l'aéroport, là, entre les membres des Avengers. Et puis, on a eu peut-être une scène où ils sont en couple dans Avengers Infinity War, et c'est à peu près tout. Et là, on est déjà censé arriver dans cette série en se disant « Oh là là, Wanda et Vision, quel couple extraordinaire, qu'est-ce qu'ils s'aiment, et qu'est-ce qu'elle devait être triste de devoir partir, etc. » Et tu fais « Ah, quand même, quoi !» Alors, j'ai réussi quand même finalement à rentrer dans la série, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus facile étant donné le contraste qu'il y a entre cette série et tout ce que le MCU nous a servi depuis 5 ou 6 ans quand même, quoi. Mais du coup, c'est vraiment ça qui est assez intéressant, c'est ce travail du coup autour de la série et de la sitcom. Je vais y revenir en plusieurs étapes du coup dans cette vidéo, mais je vais être honnête à partir de maintenant, à part vous dire que la série c'est Wanda et Vision qui sont dans une série télé, je peux pas vous en dire beaucoup plus sans gâcher l'appréciation de la série.
Chaque épisode, à partir du premier, propose une révélation et un retournement à la fin, qui est nécessaire, à mon sens, pour vous donner envie de regarder l'épisode suivant. Donc le mieux, ce sera encore que vous vous arrêtiez là, parce que dans ce qui va suivre, je vais essayer de ne pas spoiler, mais je vais être obligé, à certains moments, de révéler au moins certaines révélations qui arrivent à partir de l'épisode 4. Donc, vous pouvez vous arrêter là si vous avez envie d'en savoir le minimum et d'apprécier la série le mieux possible. Si vous avez envie d'avoir quand même quelques renseignements avant de passer à une section vraiment full spoiler qui sera sur les révélations qu'il y a à partir de l'épisode 9, vous pouvez encore continuer, mais c'est à vos risques et périls. Vous allez avoir quelques révélations qui seront gâchées et du coup qui rendront le visionnage de certains des épisodes un peu moins intéressant parce que vous n'aurez pas le mystère à résoudre en regardant la série. La série est vraiment basée sur la révélation de ce mystère. Parfois à défaut, j'y reviendrai un peu plus loin. Donc voilà, s'il y en a qui veulent abandonner ici, ce serait tout à fait compréhensible, allez regarder la série et puis revenez plus tard pour pouvoir rentrer plus en profondeur dans ce qui se passe dans la série WandaVision et ce qu'elle a d'intéressant et quels sont ses défauts. Ceci étant fait, le travail sur les sitcoms est assez intéressant parce qu'il est vraiment intégré au scénario de la série. Ça pourrait juste être, on fait une série qui fait plein de références à plein d'autres séries qui ont existé, juste faire une sitcom ou un truc dans ce genre-là, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt et de sens. Là, du coup, il y a du sens parce que c'est lié à l'histoire de Wanda, mais pas uniquement à cause de ça. Ceux qui sont fans de comics savent déjà en quoi c'est lié à l'histoire de Wanda. Mais il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le fait que, du coup, donc la première série du MCU rend hommage, du coup, à tout ce qui a été créé avant cette série, et utilise les caractéristiques de ces shows et de cette histoire de la télévision dans le scénario. Parce qu'en fait, l'histoire commence dans une sitcom des années 50, et à chaque épisode on gagne une décennie, donc on arrive dans les années 60, 70, 80, 90 et 2000 pour le dernier épisode. Et à mesure que ces shows de télévision eux-mêmes évoluent, la série évolue de la même façon, en ce sens que les séries télévisées, notamment des années 50-60, et ça a commencé à évoluer ensuite, mais justement c'est le truc, c'est dans les années 50-60, on était dans une réalité qui était un petit peu fantasmée. Le couple dans le Dick Van Dyke Show était un couple marié, mais qui vivait dans des lits séparés. Parce que même l'idée que le sexe puisse exister, l'idée que un couple puisse dormir ensemble dans sa chambre, était déjà trop posée, trop frontale avec la réalité pour être mis dans les shows télé de l'époque, pour dire à quel point c'était aseptisé. Et en fait, à mesure que Wanda réalise ce qui est en train d'arriver, à mesure que les personnages de WandaVision en général réalisent ce qui est en train d'arriver, mais elle est vraiment au centre de l'histoire, les séries deviennent honnêtes avec la réalité, même si elles sont toujours sitcom et donc plutôt parodiques. On va passer dans les années 90, et on va avoir quelque chose qui imite beaucoup plus Malcolm, la série Malcolm in the Middle, qui fait donc parler le personnage à la caméra et lui fait dire les trucs, et qui montre aussi quelque chose, une famille un peu plus dysfonctionnelle. C'est un épisode où il y a quelqu'un qui débarque dans la maison, et justement, il n'est pas un parfait exemple de vertu et de bon comportement, etc. Et donc tu vois qu'on commence à rentrer dans le truc, pour finir dans la dernière version sitcom qui est faite dans WandaVision, avec les sitcoms modernes. Je crois que c'est basé sur The Office, ou les trucs genre Parks and Recreation, etc., ou la sitcom moderne en général, peut-être un petit peu... moi, celle que j'ai regardée, c'était de Good Place. Putain, pourquoi le nom a mis autant de temps à me venir en tête. Des shows qui sont toujours comiques, mais qui sont quand même beaucoup plus confrontés à la réalité. The Office, par exemple, le côté témoignage face caméra, les gens qui parlent vraiment de leurs problèmes. Dans cette version-là, Wanda est quasi une mère célibataire, parce qu'elle s'est engueulée avec Vision, et donc elle est traitée comme un personnage de mère célibataire, qui est quelque chose que les séries n'ont pas commencé vraiment à aborder avant, justement, les années 2000, etc., quoi. On est sorti du noyau familial, en fait. À partir des années 2000, on est sorti de la structure idéale, parfaite, on a commencé à avoir des couples qui étaient divorcés, des choses dans ce genre-là, alors qu'avant on avait des modèles de famille très unis, et qui n'avaient jamais rien, aucune intrusion de la réalité, de la vraie réalité, dans leur monde à eux, quoi. On restait toujours dans un truc de sitcom. Donc il y a quelque chose quand même vachement intéressant, en termes de mise en scène et en termes d'écriture, par rapport à ce traitement, du coup, des sitcoms, qui sont pas juste là pour la référence, mais qui sont aussi là pour dire quelque chose d'intéressant. Le seul petit bémol que je mettrais là-dessus, c'est qu'ils ont quand même voulu faire série moderne, et ils savaient que le style d'humour des sitcoms, qu'ils ont pour le coup très bien reproduit, allait pas forcément engager tous les spectateurs. Je vous dis, il y a eu des problèmes avec certains fans du MCU qui ont essayé avec le WandaVision, ils ont eu des problèmes, comme dirait l'autre, et du coup, ils ont essayé de mettre quelques blagues un petit peu coquines, ajouter un peu dans le truc. Et alors, je suis pas du tout un expert en sitcom, j'en ai pas du tout regardé beaucoup, donc je peux pas... Tu supposes quand même que si on ose à peine montrer les parents s'embrasser, on va pas faire des blagues en dessous de la ceinture. Maintenant, il y a plein de films et de séries et de choses dans ce genre-là qui ont trouvé des moyens détournés de faire de l'humour par rapport au sexe ou des trucs dans ce genre-là. Mais il y a quand même ici beaucoup de répliques
qui font des références à des petits sketchs un petit peu sexuels, et tu dis, là pour le coup ça colle pas vraiment au truc de l'époque, et du coup tu sens moins cette volonté de reproduire le truc de sitcom de l'époque. Well, my understanding is that it's purely for mastication. Oh no, I don't do that. Well... Enfin, c'est à peu près le seul accro au truc, et je pense que c'est dans un esprit de moderniser un petit peu le truc. Ils se sont dit, si on fait juste des blagues sur les faux problèmes qu'on avait dans les premières sitcoms, le tout premier truc c'est un repas entre Vision et son patron, et ils se souviennent plus qu'il doit y avoir un repas, et donc du coup ils sont tout l'épisode, merde, qu'est-ce qu'on doit faire ce soir? Et donc il y a tout un tas de quiproquos, j'ai toujours du mal à sortir ce truc. Donc voilà, les petites références sexuelles, c'est quand même pas trop le style des sitcoms de l'époque, mais bon, c'est la seule entorse au truc. Je précise du coup vite fait pour les personnes qui risqueraient d'avoir envie d'arrêter très tôt dans le visionnage de WandaVision, s'ils avaient envie d'essayer, à partir du 3e épisode, on commence à avoir des épisodes qui sont soit complètement dans la réalité, soit entre les deux. Des épisodes qui vont être à peu près équitablement divisés, répartis entre le monde de WandaVision et le monde réel, du coup. Donc je veux dire que moi, c'est en bonne partie ça qui m'a aussi fait rentrer dans la série. Cette analyse et cette déconstruction et ce commentaire sur l'évolution des sitcoms, l'évolution du rapport à la réalité dans les séries télé, etc., pour en arriver du coup à WandaVision, qui elle est une réalité qui est augmentée ensuite par les pouvoirs de super-héros, et donc pour eux, une nouvelle évolution du coup de l'histoire de la télévision et de l'histoire des histoires qui sont racontées du coup à la télévision. Et ça, pour le coup, c'est vrai que c'est très très cool, et c'est intéressant quand c'est la première fois que le MCU devient véritablement épisodique. C'est la première fois qu'on a vraiment une histoire qui est racontée sur plusieurs épisodes, parce que jusque-là, le MCU, c'est il se passe un truc dans un coin, puis il se passe un truc dans un coin, et il se passe un truc dans un coin, et puis des fois, on a deux trucs qui se sont passés dans un coin qui peuvent se réunir, donc, ah tiens, on va essayer de réunir le truc. Mais c'est pas vraiment bien pensé, et c'est pas une histoire qui évolue en épisodes. C'est ça, c'est toujours le reproche que j'ai fait au MCU, c'est que les films sont presque indépendants les uns des autres, il y a très peu finalement d'interaction entre les différents récits du MCU, et donc c'est pas vraiment un univers étendu, c'est plus tout un tas de trilogies qui sont réunies autour d'une licence commune presque. Et là, je trouvais que du coup, ça passait mieux. D'un autre côté, c'est aussi le défaut, ça reste du MCU. Et donc, bah, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont, comme dans beaucoup de trucs du MCU, juste présentées comme ça, qui sont quasiment pas développées. Tu sais que ça va revenir plus tard, mais c'est quasiment pas développé, ça a juste été créé, ça arrive là, on t'a expliqué que ça existait, vite fait, quelles étaient les caractéristiques, mais rapidement, et ça a été un petit peu expédié ensuite. Et on profite même du style de narration de WandaVision et des capacités des personnes qui sont dans WandaVision pour utiliser la sitcom pour raconter des choses beaucoup plus rapidement. Je pense, et je vais pas vous le dire ici, parce que on n'est pas encore dans la section spoiler, mais je pense aux deux persos... Comment dire ça? Il y a deux persos qui sont introduits en particulier vers le début de la saison, un peu plus, ou le milieu de la saison, et c'est un petit peu allé vite, et c'était très pratique quand même d'avoir ce genre de capacité et ce genre de récit pour raconter leur histoire quand même très rapidement. D'un autre côté, il y a deux autres personnages qui arrivent, qui débarquent dans le MCU ici. Cela dit, il y a un des deux personnages qui a déjà été vite fait présenté dans un autre film. Mais il y a deux personnages qui sont qui arrivent ici, un ennemi et un allié. Et pour le coup, ces origin story-là sont plutôt très bien trouvées, très bien intégrées dans l'histoire. Certaines de ces scènes sont même plutôt intéressantes. Il y a des scènes d'origin story et de pouvoir qui débarquent, qui sont plutôt visuellement cool et qui sont plutôt pas mal. Le truc intéressant, c'est qu'il y a un des membres du casting qui a subi le blip. Grâce à cette série, on a enfin une séquence qui nous montre le retour. On voit le blip véritablement arriver et on a, pour une fois, les vraies conséquences qu'il peut y avoir dans une histoire dans ce genre-là. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais un des trucs que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'ils sont enfin plus sombres et plus terre à terre et ils profitent enfin de certaines choses potentiellement très profonde et puissante émotionnellement à utiliser, quoi. Et notamment ici, ce personnage qui revient du blip et qui découvre le monde après en avoir disparu pendant 5 ans, c'était plutôt intéressant et ça développait des choses qui étaient plutôt pas mal. Il y a quand même quelques trucs qui sont un peu mis en place et qui finalement amènent pas à grand chose. J'ai l'impression que c'est juste des trucs qui ont été mis en place dans la série pour créer à nouveau du mystère, mais le mystère n'existe pas vraiment en fait. Il n'y a pas de mystère à découvrir. Il y a notamment un personnage qu'on voit régulièrement parler avec un autre personnage, et tu te dis, du coup, ils doivent être liés. Mais ils sont pas liés. C'est juste arrivé comme ça pour te dire, oh tiens, il y a une relation bizarre entre ces deux personnages, peut-être qu'il y a quelque chose à chercher, et en fait, non, il y a rien à chercher. Au point que tu te mets à te dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils se parlaient, en fait? C'était quoi le délire? C'était juste pour nous mettre sur une fausse piste, finalement. Il y a aussi un personnage qui est constamment évoqué par un des nouveaux personnages de la série qui s'appelle Agnès. Elle parle souvent de quelqu'un, et quand tu découvres qui est cette personne, tu te dis « Ah, c'était celle-là ?»
Et le problème, c'est que justement, comme donc tu connais déjà cette personne, et quand tu te rends compte, ah, c'était celle-là, tu te dis, ah, mais alors il y a un truc qui a été mis en place avec ce personnage-là qui est très bizarre. Et alors ça, on va se retrouver dans la section spoiler. Il faut absolument que j'en parle parce que pour moi, c'est un gros défaut de cette série. À moins que ce soit juste quelque chose de mis en place pour servir dans les films ensuite, dans le Spider-Man No Way Home et dans le Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Mais tel que c'est présenté là, t'as l'impression que c'est... Ils ont voulu créer une surprise, ils ont voulu créer des questionnements, mais ils ont pas amené le truc pour réintégrer ça dans l'histoire correctement après, quoi. Ou dans l'esprit des gens qui regardent. J'y reviendrai dans les spoilers, vous pouvez y passer directement si vous voulez, mais j'y reviendrai dans les spoilers. Il y a aussi quelque chose avec Vision, qui est mis en place, et qui au final n'a jamais de réel payoff, ça dure pas très longtemps, et tu sais pas exactement à quoi ça va servir. Le truc disparaît dans le dernier épisode sans être véritablement résolu. Et puis, il y a un personnage qui est un membre du SWORD, donc le SWORD c'est ce qui a remplacé le SHIELD, et il y a un des personnages du SWORD qui à un moment dit « Ah, on a donc besoin de quelqu'un qui soit un expert en tel truc, je sais plus comment ça s'appelle, en radiation cosmique ou je sais pas trop quoi, enfin un délire ». Et elle dit du coup faut que je l'appelle. Et en fait ils mettent ça en place, c'est une des promesses qui est faite un petit peu par la série et qui n'est pas tenue. C'est on a promis un caméo dans WandaVision. Alors je sais pas d'où ça sort. Tout le monde en parle, je sais pas si ça a été dit dans une news, dans un truc, si c'était dit par les gens de l'équipe, mais tout le monde parlait d'un caméo particulier dans le dernier épisode. Il n'y a pas eu de caméo particulier dans le dernier épisode. Et du coup, l'appel de cette personne qui dit « Ah, faut que j'appelle celle-là », tu te dis « Ah, mais c'est qui? Est-ce qu'on va faire venir un autre Avenger? Est-ce qu'il va y avoir Doctor Strange? Est-ce qu'il va y avoir machin? Est-ce qu'il va y avoir... Est-ce qu'on va introduire les 4 Fantastiques avec... je sais plus comment s'appelle le mec des 4 Fantastiques, mais c'est un inventeur, c'est un génie, c'est un scientifique, donc il peut inventer plein de trucs, etc. Non. Mais du coup, grosse fausse piste, quoi. Tu t'attendais à un gros truc là-dessus, et tu dis « Ah, donc il y a rien. Ah, bon. Très bien, je continue l'épisode. » Donc c'est quand même un petit peu frustrant, quoi. Mais d'un autre côté, tu vois aussi qu'il y a des fausses pistes qui ont été mises pour perdre les fans spécifiquement. Il y a des allusions qui sont faites, qui pourraient évoquer certains personnages. Si je vous en parle, je vais même vous dire si vous êtes fan qui sont pas dedans, en fait. Donc, enfin bon, bref. J'essaie de pas trop vous en parler, mais il y a des choses qui sont mises en place pour perdre un petit peu. Il y a des éléments qui vont nous être présentés dans certains épisodes, volontairement tronqués, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, pour du coup avoir des surprises quand on va vraiment explorer en vrai cette scène et voir ce qui s'est vraiment passé du coup dans le truc. Donc il y a vraiment des fausses pistes qui sont mises en place volontairement. Et même au niveau de la mise en scène, il y a des choses qui sont plutôt intéressantes et qui essayent de nous perdre dans le déroulement de la scène elle-même. Il y a une scène en particulier qui est vendue pendant les premières secondes comme si on amenait une sorcière se faire brûler sur un bûcher. Et en fait non, justement, et c'est ça qui est intéressant, des fois vraiment la série arrive à te diriger comme elle a envie, et t'amener pile poil là où elle veut pour ensuite te perdre. Et il y a tout un tas d'indices qui sont laissés pour te faire penser à certains trucs, et qui ensuite peuvent être désamorcés dans l'épisode suivant. Et il y en a certains sur lesquels c'est justifié, tout à fait justifié, c'est bien introduit dans l'histoire, et d'autres sur lesquels ça l'est moins, et c'est généralement ce dont j'ai parlé là juste avant. Il y a aussi pas mal de choses qui sont très bien faites dans cette série, aussi bien au niveau du scénario que de la mise en scène. Dans ce rapport au 4e mur, il y a un des trucs qui est essentiel, c'est le champ lexical de l'audiovisuel qui est utilisé dans la série. Le champ lexical, si vous vous rappelez plus, c'est CM1, CM2, un truc dans ce genre-là, ce sont tous les mots qui se rattachent à un domaine particulier. Et donc là, on a tous les mots qui se rattachent à l'univers du cinéma qui sont évoqués, du coup, dans la série. Le SWORD, qui du coup est en dehors de la zone dans laquelle Wanda a créé son univers alternatif, analyse du coup la diffusion, ce que diffuse WandaVision sur ses ondes, et quand ils voient les personnages arriver, ils sont en train de faire grosso modo un casting, c'est-à-dire qu'ils ont tout un tableau avec qui est le personnage, et ils mettent une petite fiche avec qui est du coup la vraie personne que Wanda a utilisé pour en faire ce personnage dans sa série. Et donc du coup on a tout un processus de casting qui est abordé et qui est traité de façon directe dans la série. On a des personnages qui sont promus à un rôle parlant, et on dit « Tiens, dis donc, elle a un rôle parlant maintenant ». Il y a un personnage qui débarque et quelqu'un va dire « Ah tiens, on a recasté ce personnage ». À un moment, le mot de production design est lancé. Donc c'est l'idée que quand on produit un film, une série, etc., on a quelqu'un, une tête pensante, qui essaye d'englober absolument tout ce qui est dans le truc sous une même identité, sous une même personnalité. Dans un film d'époque, justement, ça va être de respecter du coup les designs des équipements, des vêtements, etc. de l'époque. Donc c'est intéressant d'utiliser de façon 4e mur la notion de production design pour justifier les modifications que Wanda crée dans le monde qui est autour d'elle, justement. Et puis on a les deux brisages de 4e mur ultimes. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce qu'on appelle briser le 4e mur? C'est qu'en fait, quand on est dans une scène de film, on est persuadé d'être dans un décor réel, entouré entre 4 murs,
dans une maison. La vérité, elle est très différente, c'est que très souvent, derrière la caméra, il y a toute une équipe, le réalisateur, le perchman qui tient le micro, etc. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Le quatrième mur, c'est celui du théâtre qui est censé être placé entre les gens qui sont sur la scène et le public. Et donc, on a le brisage du quatrième mur ultime, en, à un moment, retournant la caméra pour filmer les lumières du tournage, les caméras qui sont en train de filmer, le décor qui est ouvert sur les estrades sur lesquelles vient le public qui fait les rires préenregistrés, donc le public qui rit et dont on enregistre les rires pour les sitcoms. Pour celles qui sont tournées devant un public, il y en a beaucoup qui étaient tournées sans public, sur lesquelles on rajoutait des rires ensuite, mais il y en a qui sont tournées devant un public. D'ailleurs, ils ont tourné un épisode, je crois que c'est le premier ou le deuxième, devant une vraie audience, quoi, devant un vrai public, pour retrouver du coup ce vrai style et ce vrai truc de sitcom en public. Et le brisage ultime, c'est que la toute fin de la série, je ne vous révèle rien de ce qui va se passer, mais la toute fin de la série, une des dernières scènes, c'est même une des scènes post-génériques, je vais être honnête, c'est une des scènes post-génériques. Les 3 derniers épisodes ont des scènes post-génériques, les autres n'ont pas, mais les 3 derniers ont des scènes post-génériques ou mi-génériques. Et la scène mi-générique d'un épisode, c'est dans un cinéma, pour annoncer la suite des histoires. Et donc, annoncer ça dans un décor de cinéma, bah, ça a du sens, parce qu'on est dans une série, et on nous annonce que l'histoire va se continuer dans un film, et donc on nous amène dans une salle de cinéma pour nous dire que l'histoire va se continuer dans un film. Donc, il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes au niveau de ce brisage du quatrième mur. Il y a aussi, en général, dans la série, un travail de mise en scène qui est vachement intéressant. Déjà, dans ce travail d'hommage et de reproduction des sitcoms de l'époque, il y a un travail de reproduction des effets de l'époque, qui est plutôt cool, parce qu'ils auraient pu faire que des grugeages modernes, mais d'un côté, ils ont 5h20 de contenu à produire, et les effets spéciaux dont Davision ont déjà coûté extrêmement cher pour ce qu'ils étaient, donc il y en a plein qu'ils ont décidé de faire en direct face caméra sur le plateau, en live, notamment les petits effets de jump cut, tous les effets de lévitation. Et là, c'est le pouvoir de sorcière qu'elle utilise dans la sitcom, et donc du coup, elle fait flotter les assiettes, quand elle casse, elle les réunit, elle fait fonctionner la cuisine par elle-même, etc., etc. Tous ces effets-là, ils ont été faits à l'ancienne. Dans l'épisode 3, je crois que c'est l'épisode 3, ils sont déjà passés à la couleur, on est passé aux années 70, ils sortent de leur maison, et alors que leur maison existe vraiment dans une allée, pour cette scène-là et pour cette version-là de la sitcom, ils ont installé une découverte, qui est en fait un décor peint simplement sur une plaque, comme on l'aurait fait à l'époque. Les sitcoms, quand vous voyez un extérieur à la fenêtre de la maison d'une sitcom, c'est à 200% sûr que c'est une découverte, une toile peinte, qui est étirée derrière, qui est éclairée par des projecteurs, avec 3-4 arbustes déposés devant pour qu'on donne l'impression qu'il y a de la végétation avant d'arriver au ciel. Et c'est tout, quoi. Donc il y a quelque chose, du coup, qui est vachement intéressant là-dedans, parce que tu sais qu'ils l'ont tourné de façon réelle, tu vois d'autres plans qui sont vraiment dans cette banlieue, et qui n'incluent pas ce genre de découverte, mais ils ont quand même fait l'effort de créer cette découverte et de l'intégrer dans un épisode, juste pour reproduire, du coup, le style de l'époque, et je trouve que, pour le coup, c'est plutôt cool d'avoir poussé le souci du détail jusque-là. Précisons d'ailleurs, tant qu'on est sur les effets spéciaux, que les effets spéciaux modernes, en images de synthèse, etc., sont de très très bonne qualité. Il y a tout un tas d'effets qui sont quand même plutôt bien foutus, et quand on a le climax, le combat du coup entre plusieurs personnages, le climax est quand même super impressionnant et donne du coup des choses qui sont plutôt cool. Il y a notamment dans les effets modernes un effet que j'ai trouvé magnifique. Il y a un personnage, les fans de Marvel savent exactement qui c'est, qui a la capacité de voir toutes les ondes qui existent en fait. Nous on est limité aux ondes qui sont qui créent les couleurs, que le bleu, rouge, vert, etc., qu'on nous renvoie dans les yeux, mais on a aussi les ultraviolets, les rayons gamma, les infrarouges, etc., etc. Et un personnage développe le pouvoir, du coup, de contrôler les ondes, ou en tout cas de voir les ondes. Ses pouvoirs sont par rapport aux ondes. Et ça rend un visuel magnifique, t'as l'impression que c'est une espèce de peinture à l'huile animée, avec du coup tous les différents spectres de couleurs qu'on n'a pas, nous, dans notre champ de vision habituel, qui d'un coup se rajoutent au reste, et ça fait des images qui sont magnifiques. Vraiment, quand j'ai vu le truc, j'ai fait « Oh putain, c'est super joli et tout !» Alors malheureusement, c'est très peu utilisé. Il doit y avoir genre 3 ou 4 plans qui utilisent ce truc-là, mais j'ai très hâte de le revoir revenir dans la MCU parce que je trouve que c'est une image magnifique. Et pour le coup, c'est ultra créatif, dans un univers qui a quand même pas été extrêmement créatif avec ses pouvoirs, et pas en termes de puissance, juste en termes de rendu, quoi. C'est on tire un rayon laser, et puis on fait flotter un mec, et puis on fait... Enfin voilà, quoi, on a une armure, enfin, c'est pas ouf non plus, quoi. Alors que là, pour le coup, cette vision très étrange, elle change le monde. Il y a quelque chose de très artistique dans le pouvoir que, du coup, le personnage utilise. Et d'ailleurs, l'origin story de ce personnage, qui a lieu, du coup, dans la série, est elle aussi assez barrée au niveau artistique et très jolie visuellement, enfin c'est vraiment très très bien fait. Pour revenir à l'inspiration et ce dont il s'inspire, les sitcoms, il y a aussi tout un travail visuel qui est vachement intéressant pour ressembler aux sitcoms de l'époque. Pas juste la couleur, les 2 premiers épisodes sont donc en noir et blanc, et ensuite on passe à la couleur, mais on va aussi avoir des évolutions là-dedans, c'est-à-dire que dans les années 70 par exemple, 70-80 même,
Les couleurs sont assez pétantes, assez criardes, tu les vois vraiment beaucoup ressortir. Quand on arrive aux années 90, ils ont rajouté un filtre pour que les couleurs bavent un petit peu, comme une réception bavait à l'époque, quoi. Donc quand on a des choses trop claires, genre des lumières sur un bord de porte, etc., ça fait un petit halo qui part sur le côté. Ce simple petit détail, je trouve plutôt intéressant. C'est aussi l'épisode où on passe en 16/9 vraiment pour la série, donc parce que là aussi c'est à cette époque-là qu'on a commencé à tourner certaines séries en 16/9. Et quand on arrive même dans la dernière version, la version plus moderne, on a des couleurs qui sont beaucoup plus désaturées, un truc qui est beaucoup plus froid. Même si on essaye toujours d'avoir certaines couleurs pétantes, grosso modo l'étalonnage est quand même un peu plus froid que d'habitude. Et donc ça fait pas le même rendu des couleurs non plus, et c'est aussi plus proche des sitcoms actuels qui sont de cette façon-là, un petit peu fake, un petit peu avec des couleurs un petit peu pétantes, et en même temps un étalonnage un petit peu désaturé pour donner un côté un peu plus terre à terre et réaliste, comme le coup de la caméra épaule dans The Office pour donner le côté documentaire, etc. et ramener un peu de réalisme là-dedans. Il y a aussi une utilisation du ratio qui est assez intéressante pour séparer en fait les différentes réalités. Ils vont jouer sur le format du cadre, le 1/33, donc le 4/3, et le 16/9, le 1/78, étant pris par les ratios de série. Donc les premières séries sont en 1/33 et les séries plus modernes sont en 1/78 ou en 16/9. On utilise en fait le scope pour distinguer la réalité réelle, le vrai monde, du monde de Wanda, et donc du coup il y a beaucoup de changements de ratio qui sont faits sans cut, où on passe dans le même plan d'un ratio de cadre à l'autre pour faire la transition du coup d'une dimension à l'autre et nous faire comprendre très clairement qu'on est passé d'une réalité à l'autre du coup. Le scope c'est la réalité au sens propre et figuré, c'est aussi bien quand on est dans le vrai monde que quand la réalité s'insinue dans le monde de Wanda en fait. Généralement quand elle commence à être confrontée au réel, le format de la série disparaît et on repasse au ratio de film, en général le cinémascope, que le MCU a jusque-là toujours connu, qui a toujours été, je crois que quasi tous les films du MCU sont au ratio de 35, il me semble, normalement. Sauf le premier Avengers. Et puis il y a aussi un travail créatif vachement intéressant au niveau des génériques, parce que chaque épisode a un générique différent. Alors je crois que l'épisode 4 a pas de générique parce qu'il n'y a pas de passage dans l'univers de WandaVision. Mais les génériques sont différents au début de chaque épisode, et à chaque fois c'est un générique qui est inspiré d'un autre générique, du Dick Van Dyke Show. Un générique qui est inspiré de Ma sorcière bien-aimée en animation, il y a le générique qui est genre Malcolm, qui est avec... justement, c'est aussi ça qui est intéressant, de ce côté, on arrive un peu plus dans le réalisme et à être dans la famille. Le générique de leur version un peu Malcolm, c'est un générique qui est filmé caméra au point, avec un caméscope. La démocratisation du caméscope, ça a commencé vraiment à arriver dans les années 80-90, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à vraiment à filmer les mariages, les anniversaires, les machins genre là, avec le caméscope familial, qui était un peu le trésor de la maison. Et il y a un côté, du coup, voir la réalité de l'intérieur, en fait. C'est aussi pour ça que cette version commence un peu à s'éloigner du monde un peu trop parfait, etc. C'est parce que, justement, on commence à être dans l'univers avec les personnages, presque. Avec ce générique qui est filmé par le personnage qui tient la caméra et qui se déplace dans la maison pour montrer toutes les personnes qui sont dedans. Et ce qui se raccorde, d'ailleurs, au fait qu'il y ait les témoignages face caméra, ensuite. Et puis, enfin, le dernier truc qui est plutôt cool et créatif en termes de mise en scène, c'est le fait d'avoir voulu intégrer des fausses pubs qui font allusion toujours à quelque chose qui est dans le monde réel. Une des premières pubs qu'on voit, c'est une pub pour un grille-pain de la marque Stark. Et le grille-pain a un bouton rouge. Alors il y a toujours du rouge dans toutes les pubs, même quand c'est en noir et blanc, il y a toujours du rouge qui débarque, parce que c'est la couleur de Wanda. Mais du coup, le toaster Stark, le grille-pain Stark avec la petite lumière rouge, évoque, bien évidemment, le missile qui n'a jamais explosé devant les jumeaux Maximoff. Il y a la pub qui est dans l'épisode un peu Malcolm. J'ai du mal à voir la leçon qu'il faut sortir du truc. Ce que je trouve intéressant, c'est que la pub est en stop motion, dans un épisode où tous les personnages, où certains personnages à certains moments vont être complètement figés et vont complètement s'arrêter. Alors justement, cette idée va me permettre d'arriver à un autre point, c'est qu'il y a quelques éléments qui sont plutôt créatifs et plutôt cool, faits grâce à cette décision de mise en scène, qui permettent de pousser le délire assez loin, avec les pouvoirs de Wanda et le fait qu'il puisse déconner à certains moments par exemple. Il y a tout le délire avec la cigogne qu'elle n'arrive pas à contrôler, qu'elle n'arrive pas à faire partir parce qu'il y a tout un tas de problèmes, etc. Une scène qui tourne autour d'une cigogne qui fait n'importe quoi, tu dis, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'on est en train de me montrer là dans un truc du MCU, qui quand même jusque-là était plutôt plan-plan et ne proposait pas de choses particulièrement originales. Il y a une séquence avec un mail qui est assez cool et qui est un peu flippante, où toutes les personnes se mettent à lire un email en chœur, tous ensemble, et il y a du coup quelque chose d'assez dérangeant dans le truc, alors que pourtant, le plan est très bien éclairé, mais juste d'avoir toutes les personnes qui parlent en même temps, ça crée quelque chose qui est finalement assez angoissant et qui passe plutôt bien. Bon, ça revient jamais trop après, mais bon, tant pis. Il y a un autre truc qui est très rigolo, qui est à la fin de l'épisode 7, une musique
qui débarque, qui est une sorte de générique, on va dire, qui donne vraiment envie de l'écouter. La preuve, c'est qu'elle a été première sur iTunes pendant genre 3-4 jours ou une semaine après la diffusion de l'épisode, juste parce que la musique était cool et tout. C'est assez rythmé, c'est un peu, ça fait un peu penser à des musiques de Scooby-Doo, mais ça faisait une fin d'épisode qui était plutôt cool et qui était très grandiose. Pour le coup, t'étais très content d'avoir cette fin d'épisode et je me suis pas senti en manque. D'habitude, je dis, on est toujours frustré d'avoir l'épisode qui se termine, et là, pour le coup, j'étais pas frustré parce que le grandiose était tellement final, que je me suis dit, oh putain, c'est génial. La réplique qu'elle sort, par rapport à Sparky, je vais pas vous la redire si vous avez pas vu les saisons, mais le truc par rapport à Sparky, c'est peut-être une des meilleures phrases de fin d'un épisode qui ait jamais été écrite. J'ai adoré cette fin. Alors, il y a un autre petit délire, mais je l'ai pas mis en grosse place dans mon classement parce que j'ai l'impression qu'il est mal foutu. Il y a du rouge et du bleu qui débarquent régulièrement, notamment dans les pouvoirs par exemple, mais il y a aussi beaucoup d'éléments de décor. Par exemple, il y a une sorte de vitrail, d'assemblage de vitres qui est dans la maison de Wanda et Vision, qui mélange du coup du rouge et du bleu, et étant dans l'audiovisuel, j'ai envie d'ajouter vert. Rouge, vert, bleu, c'est les trois couleurs, les trois couches de couleurs qui permettent de faire une image. Une image, c'est les informations de lumière en noir et blanc, donc juste la luminosité, ça c'est noir, ça c'est un peu plus blanc, et ça c'est très blanc parce que c'est une lumière. Et ensuite on rajoute une couche pour la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur verte, et ces trois couches se rajoutant les unes au-dessus des autres, en plus de l'information de luminosité, créent du coup toutes les couleurs. Tout le générique de WandaVision est fait avec des espèces de petites capsules vert, bleu, rouge, ce qui est logique, mais il y a un souci, c'est qu'à chaque fois, le vert paraît être du jaune. Et je sais pas s'il y a eu un souci d'étalonnage, si c'est juste un vert particulier, si c'est juste que je suis un mec et que comme tous les mecs, j'ai pas 36 noms différents pour 3 nuances d'orange, j'appelle tout ça orange. Plutôt que d'avoir orange, tangerine et Trump. Moi, j'ai juste orange. Donc je sais pas si c'est ça qui bloque, ou s'il y a vraiment un défaut d'étalonnage, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a été raté avec ce côté rouge, vert, bleu, parce que le vert fait jamais vert. Mais c'est quand même intéressant de travailler ça. Et puis, il y a aussi une audace visuelle que j'avais pas revue depuis longtemps dans le MCU. Il y a des plans qui sont parfois un peu impressionnants dans le MCU. C'est rare qu'ils soient impressionnants parce qu'ils sont bien cadrés. C'est généralement plus ils sont impressionnants parce qu'il se passe quelque chose d'impressionnant dedans, mais c'est pas vraiment le cadre lui-même. Et là, pour le coup, il y a beaucoup de plans qui sont très impressionnants, qui te donnent une sensation de grandiose, de grandeur, de l'espace, notamment les plans paysages et les plans très très larges. Il y a beaucoup de très jolies compositions. Il y a un plan où on a Wanda qui est au milieu de la ville et qui commence à envoyer son pouvoir, et tu vois le ciel qui est rouge au-dessus, le rayon rouge qui part du truc, et pendant tout un moment la caméra la montre pas. Du coup, un travail de la composition de ce plan, notamment dans la durée, avec le mouvement de la caméra, qui est plutôt très très beau, et il y a beaucoup de plans comme ça qui sont très jolis dans cette série, et qui sont très très bien foutus. Et puis pour terminer, abandonner un peu la mise en scène visuelle et plus aller au niveau de ce qui est écrit, il y a certains éléments de show don't tell qui sont très intéressants, qui sont plutôt bien faits, notamment pour expliquer les pouvoirs de certains personnages, qui sont jamais vraiment expliqués oralement. D'habitude, c'est un peu toujours comme ça que ça se passe dans le MCU, les personnages te disent quelles sont leurs capacités. Là, pour le coup, les capacités sont démontrées. Donc c'est du show don't tell, on te montre ce qu'ils sont capables de faire, sans vraiment expliquer ce qu'ils sont capables de faire. Et même visuellement, justement, avec certains des délires artistiques qu'il y a dans le truc, t'arrives à comprendre comment fonctionne le pouvoir directement, comme ça, en voyant la scène, sans jamais avoir eu d'explications qui viennent au-dessus. Donc il y a quand même... c'est quelque chose qui s'est très peu produit dans le MCU jusque-là. Et c'est justement une preuve que c'est pas des shows qui sont des films qui sont très intellectuellement challengeants, justement, de pas avoir ce genre de choses. Et puis enfin, il y a pas mal de dialogues qui ont des doubles sens, qui sont très intéressants et qui sont très bien travaillés, surtout. C'est pas le tout d'avoir un double sens, mais là c'est vraiment des double sens. Tu peux vraiment prendre presque chaque réplique, aussi bien comme les personnages qui essayent de faire tomber les masques que comme les personnages qui sont à fond dans leur rôle dans WandaVision. Donc c'est plutôt intéressant et plutôt bien fait au niveau de l'écriture. Et le dernier point de qualité que je dirais au niveau du récit, en général de WandaVision, c'est donc, comme je l'ai abordé un petit peu avant, le fait que le récit accepte d'être un peu plus sombre. Stop it. Stop it. Stop it. Stop it. On confronte les personnages à la mort, au deuil, à la moralité. Il y a des images de cadavres. Enfin, je me serais jamais attendu à avoir une image de cadavre dans un truc du MCU, mais là, il y en a plusieurs en plus complètement décharnés, qui sont face caméra, violents, qui prennent tout le cadre et tout, et tu fais « Oh, dis donc, je m'attendais pas du tout à avoir un truc aussi sombre dans WandaVision, quoi. » Il y a aussi quelques images par rapport à Vision qui sont assez incroyables, quoi. Tu te dis, ça paraît presque bizarre que Wanda ait pas plus réagi que ça, du coup, à cette vision, parce que enfin, c'est vraiment dérangeant pour le coup. Je pense que tu vois quelqu'un que t'apprécies dans cet état-là, tu fais Donc,
Il y a du bon et du mauvais, quand même pas mal de bon, et beaucoup plus que dans n'importe quel film du MCU que j'ai vu jusque-là. Et malgré le fait que ce ne soit abordé que sporadiquement, que beaucoup du contenu des épisodes soit rempli par le Sword qui est en train d'essayer de faire quelque chose contre Wanda, ou par Wanda qui fait ses délires dans sa fausse sitcom, quand on aborde les sujets frontalement, on les aborde frontalement. Et d'ailleurs, même ça, c'est intégré dans l'histoire au final. C'est quelque part logique qu'on fasse autant de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité en dehors du truc, parce qu'elle veut pas s'y confronter. En tout cas, pendant une bonne partie des épisodes. Et un petit détour vite fait sur les acteurs, qui sont plutôt pas mal. Alors, Elizabeth Olsen, il y a ce problème par rapport à son accent, qui, je crois, est intégré, du coup, à la série, parce qu'ils arrêtent pas de parler de l'accent, ils disent l'accent vient et, enfin, s'en va et revient aléatoirement, en fait. J'ai du mal à comprendre où est-ce qu'ils ont voulu en venir avec ça. Je crois qu'en gros, dans la réalité réelle, elle parle toujours avec son accent, et qu'en fait, elle utilise ses pouvoirs pour se donner un accent plus classique, ou est-ce qu'elle a juste appris à avoir l'accent américain, mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'elle le retrouve dans certains moments? Je sais pas, j'ai pas trop compris le truc, mais c'est vrai que c'est elle qui porte tout le show sur les épaules, et elle est vraiment très bonne du début à la fin de la série. Elle change un petit peu son jeu en fonction des personnages qu'elle joue. Elle va pas se tenir de la même façon, elle va avoir un langage corporel un peu différent selon les séries qu'elle essaie d'imiter. Tu sens vraiment dans sa gestuelle qu'elle a changé et qu'elle a pas le même comportement. Pour ce qui est de Paul Bettany, il a pas un truc extraordinaire à jouer, je trouve qu'il fait toujours aussi bien son rôle. Dans les extras, il y en a quelques-uns qui ont des performances plutôt intéressantes. C'est ce qui est plutôt cool, parce que c'est un personnage qui est très expressif et qui est un petit peu coquin dans certaines de ses répliques. C'est Agnès, qui est jouée par Catherine Hahn, qui vraiment joue plutôt bien dans absolument tous les épisodes où elle intervient. Hang on, I'll go grab it and we can start planning. Oh, this is gonna be a gas. J'aime beaucoup comment est-ce qu'elle a travaillé son rire pour lui donner du sens et être intéressant. Et j'aime bien son attitude, même si des fois elle en fait quand même un petit peu trop. Il y a des moments où il se passe une scène un petit peu triste et elle est à côté en train d'écraser une larme ou un truc dans ce genre-là, un peu ironiquement, et tu te dis ouais, franchement, mais il y a certains moments, genre, à un moment, elle est dans une discussion et elle se rend compte qu'elle a laissé passer une info qu'elle aurait peut-être pas dû faire passer. Tu sens le côté, ah, putain, quelle conne. Globalement, les acteurs font plutôt un très bon boulot. Il y a peut-être une exception, parmi des acteurs enfants. Il y en a un qui joue vraiment pas spécialement bien et ça se sent, quoi. C'est surtout parce qu'il y en a un autre à côté qui fait un contraste et du coup, tu fais non, celui-là il joue vraiment mal. Mais je vous laisserai voir de quel enfant je parle si vous regardez la série. Et les personnages qui reviennent du MCU, il y a Darcy de Thor, l'assistante de Natalie Portman dans le truc, et il y a... il s'appelle John Woo? Non. C'est pas John Woo. Jimmy Woo, c'était pas le moi. Il y a Jimmy Woo, l'agent du FBI qu'on a présenté dans Ant-Man, qui reviennent du coup tous les deux, ils font un petit duo du coup dans le truc. Et enfin, le dernier point qui va me permettre d'aborder enfin la section spoiler, il y a quelqu'un qui est représenté d'une façon particulière, et c'est pas logique parce que ce n'est pas la bonne personne. Merci à tous de m'avoir écouté. Pour ceux qui veulent pas les spoilers, vous allez devoir arrêter de nous quitter là-dessus. Donc peut-être que ça vous aura donné envie de voir la série, au cas où... Malgré ma petite déception sur la fin, je crois que grosso modo, je vous encouragerais à la regarder, quoi. Mais donc maintenant, on va aborder la section spoiler, donc allons-y. Whoop. Je vous laisse quelques petites secondes pour faire avance rapide, pour sélectionner le chapitre dans la timeline que vous voudrez, etc., etc. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Pietro! Fake Pietro! Il y a beaucoup de choses qui vont pas dans Fake Pietro quand même. Pourquoi est-ce que c'est l'acteur des X-Men? Ça n'a pas de sens. Agnès en parle depuis le début, Agnès Agatha, on est dans la section spoiler. Agnès en parle depuis le début comme étant son mari. Donc tu te dis, ça doit être son associé, ça doit être un mec qui l'a aidé, ça va être quelque chose de spécial, c'est une sorcière, peut-être qu'elle est associée avec le diable, etc. Il y a tout un tas de trucs par rapport au diable, à Mephisto, dans l'histoire de House of M et de WandaVision, etc., etc. Et non, c'est pas du coup son mari, mais c'est juste un mec qui habitait là dans une maison. Mais alors du coup, tu te dis... Parce que moi, le truc, quand j'ai vu la fin de l'épisode 5, avec la révélation du fait que Pietro était maintenant joué par l'acteur de la 20th Century Fox, je me suis dit, ouh, ça peut être beau, ils peuvent faire péter le multivers du coup grâce à ça. Et non! Dernier épisode, tu découvres juste que, ben non, je suis un mec lambda qui habitait dans la maison qu'a pris Agnès, et du coup elle m'a utilisé moi pour jouer ton frère. Et si je suis l'acteur qui joue ton frère dans un univers alternatif, c'est un pur hasard.
Je m'étais dit quand même, putain, elle va nous sortir qu'elle a voulu recréer Pietro et puis elle s'est trompée de dimension, quoi. Et c'est là qu'on va nous montrer que les dimensions parallèles existent et que du coup Scarlet Witch va essayer d'aller là-dedans. Je pensais que c'était la même chose par rapport à la fin de la série, quand elle met en danger la vie de ses enfants et tout, et tu te dis, bah du coup c'est pour ça qu'elle va créer un nouveau truc et qu'elle va briser le multivers. Elle ne brise jamais le multivers, putain de merde, on nous a promis qu'elle va briser le multivers. Bon, bref. Pietro pose beaucoup de problèmes du coup à la fin de la série. C'est un mystère qui n'a pas été résolu, ou en tout cas résolu d'une façon qui est bien moins intéressante que ce que tous les spectateurs de la série ont pensé. Je pense que tout le monde va être extrêmement déçu de ne pas avoir de conclusion par rapport à Pietro, du coup, au faux Pietro, du coup, de la série. Et c'est frustrant, et c'est très insatisfaisant. J'ai du mal, des fois. Le coup de Pietro, je dois avouer que j'ai du mal à le pardonner. Le fait qu'on ait laissé le truc en plan comme ça, qu'on n'ait pas vraiment donné de réponse, etc., comment est-ce qu'Agnès lui a donné ses pouvoirs, du coup? Enfin, a priori, je sais pas ce qu'elle a comme capacité en tant que sorcière, mais elle peut décider d'offrir des pouvoirs comme ça à quelqu'un. Pourquoi est-ce qu'elle les utiliserait pas elle-même? Enfin, il y a quelque chose qui marche pas du tout. Alors que si ça avait été un truc une projection depuis une dimension du multivers, etc., là, pour le coup, c'était vachement plus intéressant, et puis tu mettais beaucoup plus en place la question du multivers. Je trouve que ça a été foiré, cette question-là. Et cette préparation autour du multivers dans WandaVision, qui a été vendue par Kevin Feige et par toute l'équipe de promotion autour de WandaVision, c'était pas une très bonne idée si c'est pour en arriver là, quoi. Un autre petit défaut que j'aurais, c'est, dans les spoilers, Vision 2.0. Parce que, comme je vous l'ai dit, il disparaît comme ça, et puis on n'en reparle pas dans l'épisode. Il vient de se réveiller, il vient de se rendre compte de qui il était. Je sais pas quel pouvoir il a, parce que on sait pas ce qu'il a sur le front. Ça ressemble à un mini réacteur Stark, mais ça arrive à tenir tête à une pierre de l'infinité, donc tu te dis, je sais pas, c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à reproduire le pouvoir d'une pierre d'infinité, et il peut sortir un rayon laser qui est encore plus puissant que celui de Vision et tout, enfin c'est particulier. Mais surtout, vous avez préparé tout ça pour que le mec se casse, pour qu'à la fin de la série, le Vision qu'on a eu depuis le début disparaisse parce que c'était juste une reconstruction, et pour que le vrai Vision disparaisse sans jamais avoir servi à quoi que ce soit, qu'il reçoive pas l'âme du Vision qui a recréé Wanda dans son truc à elle pour disparaître ensuite dans le corps, ce qui pourrait être une façon de le sauver, justement. Enfin, il lui en parle même pas d'ailleurs du fait qu'il existe le nouveau Vision. Enfin, elle sait qu'il existe, elle l'a vu, mais il lui dit même pas ce qui lui est arrivé, je crois. Donc il pourrait lui dire, bah va le chercher, c'est moi maintenant. Il est réveillé, il a retrouvé ses souvenirs, donc c'est redevenu moi ce truc. J'adore pour le coup que le projet pour réanimer Vision au niveau du Sword s'appelle Cataract. Je me suis dit, c'est un peu une blague de papa, mais ça me fait marrer. Ça me fait marrer que le nouveau Vision s'appelle Cataract. Parce qu'il est pas aussi abouti presque finalement que le truc. Mais enfin voilà, cette histoire elle est complètement laissée en plan à la fin du truc. Et puis, alors, on pourrait me dire que justement c'est parce que l'intérêt principal c'est Scarlet Witch. Je dois vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été développé non plus par rapport à Scarlet Witch, quoi. Enfin, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire qu'on a appris. On a eu des confirmations ou une façon concrète de voir ce qui s'est passé. J'ai une petite question, j'ai l'impression, dans ce que je sais, dans ce que j'ai vu de l'histoire de Scarlet Witch, cette entité de Scarlet Witch, elle n'était pas censée exister, enfin, je ne me semble pas qu'on en ait parlé, je ne me souviens pas avoir vu ça dans un wiki ou quelque chose dans ce genre-là. J'ai l'impression qu'ils sont en train de transformer Wanda en Dark Phoenix, en Jean Grey de X-Men, en fait. L'entité Scarlet Witch est traitée un petit peu comme Phoenix, et utilisée comme Phoenix, finalement, presque, dans la fin de la série, dans le climax, quoi. C'est un pouvoir qui dépasse absolument tout ce qui existe, c'est quasi une déesse et une vraie divinité qui a élu Domicile dans son corps à elle. Ça ressemble énormément à Dark Phoenix comme histoire et comme scénario. J'ai repéré quelques étrangetés possiblement incohérentes. Wanda donc crée son univers à elle, dans son coin, et le Sword vient essayer d'analyser et de régler le problème. Le tout premier épisode qu'il capte, le QG du Sword, est le premier épisode qu'elle a créé elle-même. C'est l'épisode où Vision découvre qu'il a un boulot et justement il se demande c'est quoi ce boulot, qu'est-ce que je suis censé faire ici, etc. etc. Ils ont fait une petite blague, ils l'ont fait travailler dans un truc d'informatique, vu que c'est un robot. Donc tu sais très clairement que c'est le premier épisode, que c'est leur arrivée dans ce nouvel univers créé par Wanda, et pourtant, ils captent le premier épisode intégralement, alors que ça fait déjà 24 heures que Wanda est censée avoir créé son univers et l'épisode devrait être terminé, quoi. Donc, petit truc un petit peu particulier. Il y a un autre truc, c'est qu'il y a un des éléments qui indique à Wanda qu'il y a quelque chose qui va pas dans son monde, c'est que donc le Sword envoie un drone pour essayer de voir ce qui se passe dans son monde, et elle le retrouve, métamorphosé par sa barrière, en hélicoptère coloré.
Et c'est la couleur qui crée du coup le chamboulement du personnage. Elle voit ce truc coloré dans son univers qu'elle a créé noir et blanc, elle dit merde, c'est quoi ce délire? Et justement, c'est quoi ce délire? Parce que le principe de la barrière de Wanda, c'est que tout ce qui essaye de passer dedans est transformé pour être adapté au la production design de la série. Donc d'où vient la couleur? C'est pas logique que la barrière ait transformé le truc, mais lui ait laissé sa couleur alors qu'elle doit le transformer pour un truc noir et blanc. On voit à plusieurs reprises la création du coup du truc de Wanda. Elle a créé les trucs en noir et blanc, elle les a reformulés en noir et blanc, elle a enlevé la couleur de son univers. Donc pourquoi est-ce que, sous prétexte que le truc vient de l'extérieur, ça a de la couleur, alors qu'en principe c'est juste censé être adapté au production design, et donc ça aurait dû être noir et blanc. Elle aurait dû juste trouver un truc noir et blanc dans son buisson, quoi. C'est con, parce que le scénario repose vachement sur ce point. C'est un des premiers indices qu'elle reçoit du fait qu'il y a un truc qui va pas dans son monde, et l'indice, il est foireux. Il colle pas avec les règles qui ont été établies ensuite dans la série. Il y a un moment où il y a un personnage qui voit Vision faire une de ses répliques, qui fait clairement réplique de la sitcom, qui fait réplique du personnage de sitcom, et pourtant le personnage qui est à côté commence à lui demander ça va Wanda, tu veux qu'on change quelque chose dans la réalité, tu veux qu'on modifie l'épisode, tu veux qu'on modifie l'histoire, tu veux machin? But be careful of their belly buttons and remember to support their head. And when was the last time you washed your hands? Actually, you know what? You just maybe we better not. Do you want me to take that again? Et j'ai pas compris pourquoi est-ce que cette réplique de Vision avait arrêté ce personnage. Il dit juste un truc qui paraît tout à fait logique par rapport au truc, et elle s'arrête, elle fait tu veux que je reprenne? Tu veux que je reprenne la scène depuis le début? Un truc dans ce genre-là, tu fais mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche la scène d'avancer après cette réplique de Vision? Pour le coup, c'est là que j'ai trouvé que c'était un petit peu trop forcé, et qu'on perdait de la subtilité de l'écriture qui était présente dans la plupart du reste de la série. Il y a aussi un petit truc, mais alors ce truc peut être potentiellement intéressant. Les télés et les lecteurs de DVD sokoviens, c'est du bon matos, putain de merde, hein. Parce que une télé et un lecteur DVD qui continuent à fonctionner quand ils sont pris le plafond sur la gueule, il y a de l'électroménager qui tombe en panne pour moins que ça, hein. Pour beaucoup moins que ça. Mais d'un autre côté, c'est plutôt intéressant cette scène parce que donc il y a un missile qui a fait tomber du coup le plafond, et pourtant il y a la télé avec le lecteur DVD qui continue à jouer. Et donc il y a quelque chose d'assez intéressant, une des rares fois où le MCU tente d'avoir un message qui est plutôt intéressant. Wanda est une Sokovienne, donc elle est une étrangère, et elle a une fascination pour les USA à travers les sitcoms qui sont une représentation idéalisée des USA, qui sont les USA tels qu'ils ont envie de se présenter presque, notamment dans les années 50 avec ce puritanisme très prononcé. Et on a du coup dans le même plan l'idéal américain vendu par la télévision, vendu par le cinéma, vendu par les shows qui ont été faits, etc. Et en même temps, la réalité américaine, qui est que pour beaucoup de pays dans le monde, les États-Unis sont un symbole d'oppression, sont un symbole de destruction, sont un symbole d'invasion. Et donc on a ces deux choses qui sont confrontées en un seul plan. Les deux visions des États-Unis, la télé avec la sitcom, et le missile de Stark qui est sur le point de détruire toute la maison. Et donc c'est con, hein, mais un tout petit truc comme ça m'a foutu la chair de poule d'en parler. C'est des choses qui sont vachement intéressantes en termes de mise en scène, quoi. Les films du MCU pourraient être sauvés avec quelques micro-scènes par-ci par-là, qui seraient vraiment audacieuses et intéressantes et qui essaieraient de dire quelque chose. C'est en bonne partie pour ça que moi j'ai kiffé Black Panther, c'est parce que dans Black Panther il y a un double discours, il y a des choses qui sont vachement intéressantes, il y a un discours sur le monde qui nous entoure en général, au-delà du défouloir du MCU, quoi. Un tout petit truc qui me permettra de revenir vite fait sur le côté inspiration, la magie, du coup, qu'on découvre vraiment dans ce truc-là, c'est assez dingue à quel point c'est inspiré d'Harry Potter. La scène où on découvre la magie, on a quasi un cours avec quelqu'un qui montre des sortilèges, et genre, ça fait vraiment la scène des sortilèges interdits d'Harry Potter, quoi. Elle fait les choses de la même façon, exactement de la même façon que dans Harry Potter, en utilisant un insecte pour expliquer du coup les pouvoirs. T'as un sortilège pour contrôler les gens. Bon alors bien sûr, la magie, il y a des incantations, hein, les abracadabras, et puis les baguettes et machin. Voilà, il y a tout un tas de folklore dans la magie qui est utilisé depuis très longtemps. Mais là, tu sens que cette scène est vraiment pas mal inspirée de ce truc-là. Et il y a un moment où on utilise un cheveu de Wanda pour voir un de ses souvenirs. Et le cheveu flotte, arrive jusque dans une porte, et la porte devient un portail dimensionnel qui t'amène du coup au souvenir. Sauf que visuellement, ce petit filament qui arrive dans un réceptacle et qui ensuite le transforme pour te permettre de voir un souvenir, bah, c'est tout le truc de la pancine dans Harry Potter quand même. Dans Harry Potter, ils les font sortir de leur tête directement, c'est un filament qui sort de la tête, là on prend le cheveu, on le transforme en filament, et le filament ensuite va dans le truc. Heureusement que c'était pas une bassine, parce que sinon ça aurait vraiment été pompé à 200%, quoi. C'est un détail, ça pourrait même être
Ça pourrait même être un hasard, étant donné qu'effectivement, la magie, il y a tout un tas de règles qui existent depuis des années et des années, et tu peux pas vraiment les modifier comme ça, quoi. Je tenais quand même à préciser que, quand même, au niveau inspiration, il y a des choses qui viennent d'Harry Potter dans cette histoire. Et donc, ma dernière chose pour conclure cette section spoiler, c'est, du coup, tout ça pour ça, quoi. On a mis tellement d'éléments en place autour de Vision, qui finalement n'était pas si intéressant que ça, autour de certains personnages secondaires ou tertiaires. Tout ce qu'on a fait véritablement, c'est, je dis, expliciter les origines de Scarlet Witch, et dire véritablement quel est son pouvoir, donc cette entité. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'on avait besoin de nous justifier la capacité magique de Scarlet Witch, autrement que en nous disant qu'elle a juste pété un câble et que du coup ça a décuplé ses pouvoirs, dans ce genre-là? Le nombre de super-héros dont les pouvoirs sont liés à l'état émotionnel, c'est quand même pas le premier, quoi, donc est-ce que c'était si important que ça d'établir l'origine des pouvoirs de Wanda et le niveau des pouvoirs de Wanda avant d'arriver au multivers? Je suis pas absolument sûr et certain. Le truc essentiel de cette série, ça a donc été d'introduire ces deux enfants, donc Tommy et Billy, que je n'arrive toujours pas à distinguer l'un de l'autre, et pourtant j'ai des frangins qui sont jumeaux entre eux, c'est pas mes jumeaux, mais ils sont jumeaux entre eux, et donc j'ai un peu l'habitude de devoir distinguer des jumeaux et d'essayer de m'en souvenir, mais alors là, entre Tommy et Billy, je n'ai aucune idée de lequel est de qui fait quoi. It's Billy's idea. I'm Tommy. And don't you forget it! Et au final, c'est des personnages qui sont assez creux, parce qu'ils leur avaient pas arrivé grand-chose. Bon, déjà, ils ont pas la maturité émotionnelle pour qu'il leur arrive grand-chose, mais ils ont pas promis grand-chose non plus, ils ont pas des pouvoirs qui sont particulièrement révolutionnaires, il y en a un qui... En gros, c'est à nouveau les jumeaux Maximoff, quoi. Il y en a un qui a des pouvoirs magiques, et un qui a un pouvoir de super vitesse, dont on sait pas d'où il vient d'ailleurs, le pouvoir de super vitesse de Pietro, la gemme, mais pourquoi est-ce qu'elle lui a donné une super vitesse particulièrement, on sait pas. Et du coup, c'est, dans la tradition du MCU, des personnages qui ont été introduits pour servir plus tard, de façon extrêmement superficielle, et pas très intéressante, quoi. J'ai pas grand-chose sur la psychologie des personnages. Il y en a un qui se vend comme celui qui est cool, mais enfin, au final, même ça ressort pas vraiment. Ils sont presque à égalité, ou celui qui trouvait que l'autre était pas cool, à la fin, le trouve cool, donc... Je sais pas quels sont censés être ces personnages, je sais pas quelle dynamique ils doivent me promettre, je sais pas si... Et à vrai dire, je sais même pas si je dois vouloir les revoir, parce que... Bon, c'est un peu hard de la fin, quand elle tue, du coup, sa famille en fermant la dimension alternée. Mais finalement, pas tant que ça. J'étais pas si triste que ça de perdre ces personnages, parce que je m'y suis pas beaucoup attaché, quoi. Donc, pour passer à la conclusion, c'est un petit peu dommage. La série est entre 70 et 95% bonne, quoi. C'est con, il y a des petits détails par-ci par-là, des mauvaises habitudes et des vieux restes du MCU qui viennent se réintégrer du coup dans le truc à certains moments, qui sont un peu chiants, parce que grosso modo, c'est quand même un des projets les plus intéressants que le MCU ait sorti depuis un bon bout de temps. Donc au final, après m'avoir écouté vous baratiner pendant 1 heure là, je vous encouragerais à regarder la série. C'est juste dommage que ce soit juste bien. Ça aurait pu être très bien, voire excellent, s'il y avait juste pas eu quelques petits détails, quelques soucis ancestraux du MCU qui retenaient le show et qui l'empêchaient d'être complètement parfait et complètement génial. Et il y a quelques petits trucs dans le scénario qui ont peut-être été un petit peu mal pensés par rapport à la notion de mystère, pour certains points qui ne sont pas résolus. La plupart vont quand même l'être, et grosso modo, c'est une histoire qui est plutôt sympa et plutôt bien foutue. Le délire surtout est plutôt bien foutu et plutôt cool. Le mystère va normalement vous prendre. Et puis, je suis désolé de vous dire, mais vous êtes obligé de le regarder parce qu'il y a quand même des personnages importants qui viennent d'apparaître dans cette série et qui vont être utiles pour le MCU ensuite. Je suis pas sûr que toutes les séries Marvel souffrent de ce handicap. Je suppute et je vais vous dire, j'espère que Falcon and the Winter Soldier, par exemple, n'aura pas ce souci et qu'on sera pas obligé de le voir pour apprécier ce qui va se passer dans le chapitre 4, dans la phase 4 du MCU. Parce que s'ils le font à toutes les séries, déjà, ça va être extrêmement chiant et ça fait faire beaucoup trop de contenu. Mais là, pour celle-ci, je dirais quand même ça reste intéressant de se la faire parce que elle est assez importante dans le MCU, elle va devenir très importante et centrale dans les films suivants. Et c'est quand même un des travaux les plus audacieux, originaux et intéressants qui a été créé par Marvel depuis un bon bout de temps. Donc, regardez la série si ça vous intéresse, je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. On se retrouvera du coup pour la suite des aventures de Wanda dans le MCU, quand les salles de cinéma réouvriront et qu'on pourra enfin bénéficier du reste. Ça reste avant tout un truc à regarder pour se marrer et se divertir. Il y a quelques trucs un peu plus sombres, un peu plus profonds sur les troubles psychologiques de Wanda, etc. Mais grosso modo, c'est plus une série à regarder pour passer un bon moment, quoi, pour se divertir. Donc ça reste un petit peu du MCU. Mais effort tout à fait honorable
par rapport au MCU habituel. Voilà, je pense que j'en ai dit bien assez et surtout beaucoup trop. Donc, à vous de regarder WandaVision et de vous faire votre avis si ça vous intéresse. Donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous l'avez déjà vu, et je vous retrouverai dans un prochain vlog. Prenez soin de vous, allez voir ou regarder des films ou des séries. Ciao!